l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion ou l'isolement social. Okay, on va voir ça en détail dans la théorie du sociomètre, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, juste pour continuer notre parallèle avec la douleur physique et la douleur sociale, bien, on va se rendre compte également dans certaines études neuropsychologiques que les deux, et la douleur physique et la douleur sociale, reposent sur les mêmes systèmes du cerveau. Okay? C'est-à-dire que la partie dorsale du cortex singulaire antérieur, juste ici, va s'activer lorsqu'il va avoir douleur physique, de même que lorsqu'il va avoir douleur sociale, si vous voulez, une douleur suite à un rejet. Donc, les mêmes parties du cerveau gèrent ces deux instances-là, si vous voulez, ou ces deux genres de situations-là. Donc, déjà un parallèle quant à la fonction des deux, si vous voulez. Le fait également que les deux reposent sur le même système du cerveau, c'est peut-être pas un hasard qu'on utilise les mêmes mots pour décrire les deux. Quand on se fait mal, on dit « ben ça fait mal, aïe aïe ». Mais quand on se fait rejeter aussi, on va dire ça, on va dire « ah, ça fait mal ». Il y a quelque chose qui fait mal. Se faire laisser, ça fait mal. Se faire laisser par un partenaire amoureux, ça fait mal. On utilise les mêmes mots pour décrire la douleur physique et la douleur sociale. On va dire ça m'a blessé. Ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Blessé, mais essentiellement, quand on se blesse physiquement, on dit ça m'a blessé, plutôt m'a blessé. Mais quand on se fait rejeter par quelqu'un, on dit ben, tu m'as blessé. C'est pas la même douleur, mais on utilise les mêmes mots pour en parler. Et essentiellement, il y a quelque chose de presque physique dans la douleur sociale. D'autres évidences qui montrent que les deux seraient relativement associés, notamment l'extraversion, qui est notamment un trait de personnalité dont les gens qui possèdent ce trait-là ont plus d'habileté sociale, notamment. L'extraversion est associée à un plus haut seuil de tolérance de la douleur. Ça veut dire que les gens qui sont extravertis vont prendre plus de temps si vous leur faites mal à dire aïe aïe que d'autres mondes. Ils ont un plus haut taux de tolérance à la douleur. Ça leur prend une douleur, si vous voulez, plus intense avant qu'ils trouvent que ça fait mal. Donc plus intense que les individus moins extravertis. Le support social est également associé à des niveaux plus faibles, notamment de douleurs chroniques. Donc, les gens qui ont des douleurs chroniques, mais qui sont entourés socialement par des proches, des amis, par exemple, ou la famille, vont noter habituellement leur douleur chronique moins élevée que les gens qui ont le même genre de douleur chronique, mais qui sont moins bien entourés. C'est la même chose au niveau de l'accouchement. Si vous êtes bien entouré et vous accouchez, bien, vous allez trouver vos douleurs d'accouchement moins intenses que quelqu'un qui est moins bien entouré, par exemple. Même chose pour les douleurs cardiaques et post-opératoires suite à une intervention chirurgicale, une opération, par exemple. Même chose, les gens qui ont subi les mêmes genres d'opérations vont trouver leur douleur post-opératoire moins intense que s'ils sont bien entourés, que les gens qui sont moins bien entourés. Donc, le support social est associé à des niveaux, des seuils de douleur plus faibles aussi. En fait, pas des seuils de douleur, je ne veux pas vous mélanger avec l'extraversion, je veux dire des perceptions de douleur plus faibles. Une façon de tester à quel point le support social est impliqué également dans la perception de la douleur physique. Donc, encore une fois, pour montrer comment douleur physique et douleur sociale sont liées. Mais ici, on le présente dans leur inverse, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en douleur sociale, vous vous sentez accepté, inclus. Donc, c'est l'inverse, si vous voulez, de la douleur sociale. Donc, pour montrer ici que les deux sont tellement liés l'un à l'autre que si vous vous sentez accepté et inclus, mais ça va diminuer l'intensité de certaines de vos douleurs physiques. Donc, ici, une étude expérimentale où est-ce qu'on crée 3 groupes en assignant aléatoirement les participants à une tâche qui est celle de garder sa main dans un bac d'eau glacée. Je ne sais pas si vous avez fait ça pendant un certain temps. Donc, à un moment donné, c'est correct. Après quelques secondes, c'est correct. Mais à un moment donné, ça devient de plus en plus douloureux.
Mais donc, les gens font cette tâche-là, mais dans un groupe, ils reçoivent du support verbal d'un ami ou d'un étranger. Okay? La personne a le droit de les supporter comme elle veut en disant « Let's go, vas-y, t'es capable, par exemple, ça fait pas mal », ou quelque chose comme ça. Et dans un autre groupe, ils reçoivent du support passif. Donc, il y a quelqu'un, soit un ami ou un étranger, qui est là pour les soutenir, mais il est passif. Il n'a pas le droit de parler. Okay? Mais il est là pour eux. Et les participants savent que cette personne-là est là pour eux. Et il y a un autre groupe où les participants font la même tâche, mais ils sont seuls. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont indiquer à chaque moment, ils mettent ils ont la main dans un bagot glacé, l'intensité de leur douleur. Donc, si vous avez à tous les 40 secondes à peu près. Et donc, vous voyez, à un moment donné, bien, plus ça va, plus ça augmente. Ça se stabilise à un certain seuil. À un moment donné, ça fait mal, mais bon, c'est à peu près le même genre de douleur après une minute. Et vous voyez que les gens qui sont seuls vont indiquer une douleur plus élevée, une douleur physique plus élevée que les gens qui sont accompagnés. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre le support passif et actif. Donc, le simple fait qu'une personne soit là, c'est suffisant. Et vous voyez, il n'y a pas non plus de différence entre si c'est un ami ou un étranger qui est présent dans la pièce. Pour éviter les biais de désirabilité sociale, parce qu'on voudrait dire, vu que s'il y a quelqu'un d'autre, on ne voudrait pas montrer à l'autre qu'on trouve ça douloureux. Donc, les participants notaient leur réponse et c'était caché de la personne qui était présente dans la pièce. Donc, pour éviter ce genre de désirabilité sociale. Donc, vous voyez, essentiellement, ce que ça semble démontrer, c'est que le simple fait d'être accompagné par quelqu'un, même si ce n'est pas notre ami, va souvent diminuer notre perception de douleur physique. Donc, encore une fois, une autre évidence qui semble montrer que douleur sociale et douleur physique sont reliées, ici dans le sens que lorsqu'on est accompagné par quelqu'un, on pourrait dire inclus, accepté par quelqu'un, bien, ça nous aide à diminuer notre perception de douleur physique. OK. On va faire maintenant un petit détour, si vous voulez, sur la notion d'estime de soi. On va essayer de redéfinir un petit peu qu'est-ce que c'est l'estime de soi. Donc, c'est un concept qui est très, très utilisé. Avant même, je suis sûr de vous inscrire au bac en psychologie ou au certificat en psychologie ou à un cours en psychologie, vous saviez déjà, ou vous aviez déjà entendu parler d'estime de soi. Essentiellement, c'est un concept très, très populaire qui est entré dans le langage populaire. On entend souvent des gens qui ne sont pas en psychologie dire « j'ai une faible estime de moi ». C'est un motif de consultation souvent en clinique pour des psychologues. Les patients arrivent en disant « je consulte pour mon estime de moi ». Les gens arrivent, ils diagnostiquent déjà avec une faible estime d'eux-mêmes. Essentiellement, on entend l'estime de soi comme une attitude à propos de soi, c'est-à-dire un sentiment positif ou négatif à propos de soi-même. Et donc, dans le fond, l'estime de soi, c'est est-ce que je me trouve poche ou je trouve que je suis une bonne personne? Essentiellement, c'est juste une attitude par rapport à soi. Et évidemment, la plupart du temps, on cherche à se sentir positif par rapport à soi, plutôt que négatif. Donc, il y a toutes sortes de façons de mesurer l'estime de soi. Dans le questionnaire de la semaine, vous aviez une mesure d'estime de soi qui est la mesure classique de Rosenberg. Vous voyez, qui date de 1965, qui vous demandait des choses comme « je pense que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre », ou « je pense que je possède un certain nombre de belles qualités ». Donc, voyez-vous, des systèmes essentiellement qui mesurent l'attitude que les gens ont par rapport à eux-mêmes, à savoir si c'est une attitude positive ou négative. Ou tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. Donc ici, une attitude négative par rapport à soi. Donc, on a classiquement toujours mesuré l'estime de soi comme ça, de cette façon-là. Où j'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même. Vous voyez, on pose des questions directement comme ça. C'est tellement ancré dans le langage commun qu'il y a même des mesures qui ont été développées à un seul item qui demande aux jeunes d'indiquer à quel point ils sont d'accord avec l'énoncé suivant. J'ai une haute estime de moi. On ne peut pas mesurer le concept de façon plus claire et plus directe que ça. Donc, vous voyez, c'est tellement ancré, même pour la population générale, c'est quoi l'estime de soi qu'on peut le mesurer.
directement. Comme ça, c'est très corrélé avec l'inventaire de 10 systèmes que je vous ai fait compléter, celui de Rosenberg. Donc, ce simple item-là est très corrélé avec les 10 autres systèmes. Pourquoi est-ce qu'on rechercherait l'estime de soi? Je suis sûr ici, il y a une personne qui aime ça se sentir poche. Hein? Ne serait-ce que momentanément. On est comme un petit peu tout le temps porté à essayer de se sentir positif par rapport à soi-même. Puis même quand on se sent poche, on essaie de faire quelque chose pour changer immédiatement cette perception-là de nous-mêmes. Hein? Pour retrouver une perception plus positive de soi. Bon, essentiellement, les études montrent, hein, l'estime de soi, c'est associé à des affects positifs, à moins de stress, moins d'émotions négatives, moins de problèmes physiques. Okay? Et une basse estime de soi, c'est associé à la dépression, à l'anxiété, et des émotions négatives. On dirait que l'estime de soi, finalement, hein, ça guérit tous les maux et une faible estime de soi, ça crée toutes sortes de problèmes. Hein? Hein, souvent, l'estime de soi va également favoriser l'atteinte de nos buts, la persistance même, le contrôle sur son environnement, la perception de contrôle. Donc, l'estime de soi, on dirait, hein, c'est associé à toutes sortes de belles choses. Et notamment, l'estime de soi est associée à des meilleures notes à l'école. Donc, les gens, ce qu'ils se sont dit, ben mon Dieu, c'est donc bien merveilleux l'estime de soi. Hein? On va essayer de faire en sorte que tout le monde développe une belle estime de soi. Alors, il y a eu toutes sortes d'interventions dans les années 80-90 basées sur l'estime de soi hein, pour essayer de faire en sorte que les jeunes, surtout, développent une meilleure estime d'eux-mêmes. Sauf qu'on a fait ces interventions-là avant qu'on ait des évidences scientifiques qui démontraient des liens causaux entre toutes ces associations-là que je vous ai montrées, entre l'estime de soi et dépression, et ainsi de suite, et les meilleures notes, par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évidence qui démontre de lien causal. Si on manipule l'estime de soi des gens, on ne crée pas des meilleures notes chez eux. Okay? Et déjà là, de manipuler l'estime de soi, c'est relativement problématique. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour augmenter l'estime de soi des gens? On fait quoi? Bien, la plupart des programmes d'intervention étaient basés hein, sur l'idée de « aime-toi plus hein? ». Si tu t'aimes pas assez, hein, c'est pour ça que tu n'as pas une bonne estime de toi. Alors, essaye de trouver des moyens de t'aimer plus. Hein? On va faire des ateliers hein, pour que tu t'aimes plus comme personne. Hein, et ça va augmenter ton estime de soi. Puis là, on va voir, hein, c'est chez ces gens-là, toutes sortes de conséquences positives. Bien, c'est pas ça qui est arrivé. Même que dans certains cas, ces ateliers-là, ces programmes d'intervention-là, créaient l'effet inverse. Hein, avec des conséquences négatives chez les gens. Ça rendait les gens pires qu'avant qu'ils commencent le programme. Quand vous voyez, c'est assez problématique dans ce cas-ci. Ah, ici, je vous présente une bande dessinée qu'il y avait dans les années 90 qui montre un petit peu le ridicule, un petit peu de la chose de l'aime-toi plus, mais ça montre également comment c'était ancré dans le langage commun. Donc, c'est Calvin et Hobbes. Vous avez Hobbes qui dit « N'es-tu pas supposé être en train de faire tes devoirs? J'ai arrêté de faire mes devoirs, c'est mauvais pour mon estime de moi. » Ah oui, ça envoie le message que j'en sais pas assez. Toute cette emphase mise sur les bonnes réponses me fait sentir incompétent quand je suis dans l'erreur. Donc, à la place d'apprendre, je me concentre uniquement sur m'aimer comme je suis. Ton estime de toi est demeurée ton estime de toi est augmentée en demeurant un ignorant. S'il te plaît, appelons ça déficient de la connaissance. Donc, vous voyez, mais déjà, même en 92, hein, il y avait des comics comme ça dans les journaux qui portaient sur l'estime de soi, qui portaient sur les interventions aussi de cet ordre-là qui avaient lieu, notamment dans les écoles, avec les élèves et tout ça. Et ici, on rit un petit peu de cette idée-là de s'aimer comme on est, hein, pour augmenter l'estime de soi des gens. Essentiellement, hein, ces programmes-là ne sont pas utiles. Aucun programme a permis d'augmenter l'estime de soi des élèves. Hein, et tout ça, c'est assez commun hein, d'essayer de faire des choses, des interventions pour augmenter l'estime de soi. Très rapidement sur Internet, j'ai trouvé toutes sortes d'astuces pour augmenter votre estime de vous-même. Il y en a qui sont excellentes. Donc, entre autres, faites-vous un câlin. Entourez-vous de vos deux bras et serrez-vous très fort. Fermez les yeux, ça donne plus d'effet. Alors, vous voyez, je viens d'augmenter mon estime de moi-même.
Donc, réveillez-vous plus tôt, ça augmente votre estime de vous. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je t'apprécie ». Regardez-vous dans le miroir, dites-vous sincèrement « Je t'apprécie, je t'apprécie ». Si vous pouvez aller plus loin, ce serait bien. C'est comme « Je t'apprécie ». Ça augmente votre estime. Changez de décor dans votre chambre, évidemment c'est bien connu, ça augmente l'estime de soi. Refaites votre coiffure, offrez à un pauvre une grosse somme. Rien de mieux pour augmenter son estime de soi. Ou donnez-vous un surnom que vous aimez. Hein? Et là, une fois que vous l'avez choisi, changez vos profils sur Internet et annoncez petit à petit votre nouveau prénom. Coquelicot! Ça va augmenter votre estime de vous. Et mon préféré, mettez en place une bibliothèque chez vous. Le fait d'être entouré de livres augmente l'estime de soi. Alors, en rentrant chez vous, vous savez quoi faire. Amazon.ca. Alors, et ça, c'est un classique. Vous allez en trouver plein sur Internet. Il y a toutes sortes de livres comme ça. Mais essentiellement, on va voir, avec la théorie du sociomètre, on ne manipule pas l'estime de soi comme ça parce que l'estime de soi, ça n'a rien à voir avec s'aimer plus. C'est pas comme ça qu'on change l'estime de soi. Pourtant, on dirait qu'il y a une espèce de motivation humaine presque à maintenir son estime de soi, à la rehausser lorsqu'elle est plus faible, par exemple. On dirait que du moment qu'on se sent poche, on veut faire quelque chose absolument. Souvent, on devient défensif pour essayer de rehausser notre estime de nous-mêmes. Mais on va voir, l'estime de soi, c'est peut-être davantage un état plutôt qu'un trait. Dans le fond, l'estime de soi, on s'en rend compte dans nos vies, ça fluctue d'à peu près de situation en situation. On peut se sentir avec une forte estime de nous-mêmes à un certain moment. Puis à d'autres moments, on peut se sentir pas trop compétent à quelque chose, gêné, voire honteux parfois envers certaines personnes. Puis le lendemain, on est bien correct, on est revenu normal. L'estime de soi, souvent, va fluctuer de situation en situation. Donc, on pourrait plutôt davantage dire qu'on est motivé à rétablir notre estime de soi, mais de situation en situation. Donc, il y a des gens, effectivement, qui ont une estime de soi plus faible en général, mais essentiellement, cette fluctuation-là survient pour à peu près tout le monde. Il y a toutes sortes d'événements qui peuvent affecter l'estime de soi et qui peuvent faire fluctuer cette espèce d'état d'estime de soi-là. On va recevoir une mauvaise note. Vous allez bien, tout va bien, vous avez votre note. Tout à coup, vous ne sentez pas, je vous remettez en question, vous dites, voyons, qu'est-ce que j'ai fait dans cet examen-là, je vais être capable de passer. Tout à coup, le simple fait d'avoir cette note-là vient diminuer l'estime de soi. Être exclu d'un groupe, du moment que vous êtes exclu par quelqu'un, votre estime de soi diminue. Se faire pointer une erreur par quelqu'un, ça, t'as pas fait ça comme il faut. Wow, là, il vient d'avoir une diminution souvent de l'estime de soi. Tout simplement manquer une marche. Tu montes les marches de métro. On se sent niaiseux, mais on dirait que tout le monde rit de nous. On dirait que quasiment, tu comme tout le monde s'arrête, pour vrai, c'est à peu près ça l'effet que ça fait. Tout à coup, c'est pas long, mais il y a une petite diminution d'estime de soi, comme une petite honte là, qui est en jeu. Surtout si tu t'es mis plein de boîtes partout sur le pantalon blanc. Souvent, ça va diminuer temporairement, évidemment, l'estime de soi. Pour Mark Leary, ce concept-là d'estime de soi, c'est pas s'aimer plus, c'est ce que j'ai mentionné tantôt par rapport à éviter l'ostracisme ou l'exclusion sociale. Pour Mark Leary, l'estime de soi, c'est un index subjectif qui identifie le degré auquel un individu se sent inclus versus rejeté. Un sociomètre, on pourrait l'illustrer de cette façon-là, si vous voulez, un petit peu comme un cadran qui indique notre valeur relationnelle de situation en situation, ou de jour en jour, ou de moment en moment. Essentiellement, lorsqu'on a une forte estime de nous-mêmes, ce que ça implique, c'est qu'on se sent inclus par un groupe, on se sent en lien avec les autres. Lorsqu'on a une faible estime de nous,
ça implique qu'on sent que notre valeur relationnelle, pardon, est en jeu. Hein? Elle est impliquée dans quelque chose, elle est à risque, si vous voulez. Okay. Donc, une menace à l'estime de soi, dans le fond, c'est un événement social qui peut entraîner l'isolement social. Donc, l'estime de soi, ça sert tout simplement, c'est un indicateur subjectif de la qualité de ses relations avec les autres. Si je reprends les exemples que je vous ai donnés juste avant, par rapport à l'exclusion d'un groupe, par exemple, bien, si vous êtes exclu d'un groupe, vous allez vivre une diminution de l'estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette diminution-là? C'est un index subjectif qui vous dit « Attention, c'est à risque d'isolement social. Okay? Ça vous donne un état subjectif de ce risque-là, de votre valeur relationnelle. Vous venez d'être exclu d'un groupe. Ça veut dire il y a quelque chose qui vient se créer, une mise en action, si vous voulez, qui vient se créer en vous par cet index subjectif-là qui, on va le voir, va vous motiver à essayer de faire quelque chose pour réparer ce risque-là d'isolement social. Se faire pointer une erreur, c'est un petit peu, il y a un risque de rejet. Si votre patron vous pointe une erreur, peut-être qu'il va vous mettre à la porte. Ou peut-être que vous allez être perçu par vos collègues comme incompétent ou inadéquat. Donc, voyez-vous, même quand c'est de l'ordre de la compétence, il y a un risque d'isolement social. Même chose, ou de rejet. Même chose, avoir une mauvaise note, peut-être que vous allez être rejeté du programme, exclu d'un programme. Des fois, il y a des collègues aussi autour de vous qui, peut-être, vont trouver que finalement, vous n'êtes pas super bon, on ne va pas étudier avec vous. Ou peut-être vos parents même, ne serait-ce que de façon introjectée, qui vous rejettent mentalement, parce que vous n'êtes pas aussi bon que ce qu'ils auraient voulu que vous soyez. Alors, voyez-vous, même dans les aspects de compétences, il y a des enjeux d'exclusion sociale, si vous voulez. Puis, manquer une marche, par exemple, c'est aussi avoir l'air fou un petit peu devant tout le monde. C'est rarement des moments où est-ce que les gens vont faire « Hey, wow, t'as de l'air brillant, tu sais, on va t'engager, tu sais. » Mettons, elle, là, probablement qu'elle n'a pas eu de contrat. Probablement que les gens qui étaient venus peut-être pour y offrir un contrat, ils ont fait comme non, on ne va pas y en donner. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans, là c'est exagéré, elle tombe 4 fois, mais c'est assez commun tomber dans pour des modèles comme ça. Mais c'est une situation qui peut effectivement, réellement, créer de l'isolement social, voire du rejet, par exemple. Oui? Populaire, il faut faire attention, parce que tu peux avoir des fans, par exemple, comme quelqu'un de connu, mais te sentir vraiment isolé socialement, tu sais. Des fans. L'estime sociale ne serait pas reliée à ça, ça serait plus relié à ta confiance, à ce que tu fais. Non, en fait, c'est que... pour moi, c'est ça, l'estime de soi, c'est ça par rapport aux autres. Pour moi, c'est pas supposé d'être ça. Ouais, c'est ça. Les gens plus rejetés, ils vont plus avoir confiance en eux, parce qu'ils sont différents des autres. Mais essentiellement, c'est justement ça, le point, c'est d'arrêter de penser que c'est ce moment de confiance. Si tu es populaire, ça veut dire quoi être populaire? Si tu penses à... Non, mais pour moi, je le voyais comme ça dans son test, de dire que les gens plus populaires ont peut-être plus confiance en eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être populaire? Pas nécessairement. Tu sais, être populaire, si tu penses à une vedette qui est populaire, tu sais, mettons... OK. Mettons Emmanuel Ortubise, tu sais, il est super populaire. Non, OK, c'est pas un bon exemple. Mais mettons Madonna, OK? Mettons Madonna, tu sais, elle est populaire, mais ça veut pas dire, les fans, ils vont pas chez elle, ils vont pas souper avec elle,
Alors, essentiellement, des relations, c'est pas être populaire, au contraire, c'est les gens autour de toi. Est-ce que les gens qui sont proches réellement de toi t'aiment? Es-tu capable d'avoir une relation amoureuse avec un partenaire amoureux? Hein, ça, c'est des relations importantes. Es-tu capable d'avoir une famille et d'être connecté avec des amis proches qui vont réellement vouloir prendre soin de toi pour quitter? Puis toi, vas-tu être capable de prendre soin d'eux en retour? Donc, la popularité, ça n'amène pas du tout une valeur relationnelle. Donc, pour Larry, l'affect négatif ressenti à la suite d'un rejet, ça va diminuer l'estime de soi, comme on l'a vu tantôt. Donc, excusez-moi, l'affect négatif ressenti et la diminution d'estime de soi, ce sont ces marqueurs-là subjectifs qui vont motiver la personne à réparer ses liens sociaux. Dans le but d'arrêter ce signal-là subjectif, si vous voulez, cette émotion négative-là, si vous voulez. Donc, mais cette personne-là va être motivée à réparer ses liens sociaux d'une quelconque façon. Soit en réparant la relation avec la personne qui l'a rejeté, ou simplement en créant d'autres relations avec d'autres personnes. Alors, on va voir tantôt le modèle multimotif qui a toutes sortes de réactions au rejet, dépendamment du type de rejet et de ce que la situation appelle. Pour donner un exemple simple, si vous êtes en couple, vous faites quelque chose que l'autre trouve très répréhensible, par exemple une infidélité, par exemple, et l'autre décide de vous rejeter pour ça, à ce moment-là, une chose que vous pourriez faire, c'est essayer de réparer la relation avec votre partenaire peut-être. Mais si vous vous rendez compte que c'est impossible à réparer pour l'autre, peut-être que ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est essayer de trouver un autre partenaire de vie, par exemple, éventuellement. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de recréer une valeur relationnelle, mais essentiellement, votre estime de soi va être diminuée de par ce rejet-là important de votre partenaire amoureux, et ces sentiments négatifs que vous allez ressentir vont vous motiver à faire quelque chose pour réparer ce sentiment-là, ou en tout cas votre lien social à un groupe ou à une personne en particulier. Donc la honte, le sentiment d'inadéquation, l'anxiété versus par exemple la fierté, la confiance, ça va faire en sorte que les gens vont être motivés à créer des liens sociaux versus ici, on sent que justement on n'a pas besoin, notre valeur relationnelle n'est pas à risque, donc on est correct, on est bien connecté avec les gens. Pourquoi est-ce que ça serait si important que ça? Pour McLary, ça protège justement la personne contre le rejet social et l'exclusion. Ce n'est pas un motif direct à maintenir son estime de soi. Okay? Il n'y aurait pas de motif chez l'être humain à « je veux maintenir mon estime de soi ». Non. Tu veux tout simplement te sentir inclus, accepté par les autres. Mais l'estime de soi est tout simplement un indice subjectif de cette inclusion-là. Et une perspective évolutionniste sur ça, donc à quoi ça sert? Essentiellement, ça servira à favoriser la survie et la reproduction de l'individu, parce que si tu es à risque d'être exclu d'un groupe social, si on retourne en arrière dans le temps, il y a peut-être 300 000 ans, si tu es exclu du groupe, essentiellement tu meurs. Tu ne peux pas vivre tout seul il y a 300 000 ans. Aujourd'hui, on peut à peu près vivre tout seul ou sans trop grands liens sociaux, mais même là, c'est difficile. L'isolement social est un problème assez important. Donc, même aujourd'hui, si ça serait théoriquement possible, essentiellement en pratique, c'est probablement impossible. Ne serait-ce que pour les sentiments d'appartenance, le besoin d'appartenance dont on parle depuis le début du cours. Mais essentiellement ici, en termes évolutionnistes, à un certain moment, l'exclusion d'un groupe, ça signifie vraiment la mort de l'individu. Donc, c'est vraiment un signal très important qui est donné à l'individu pour essayer de réparer, de créer tout au moins de nouveaux liens sociaux, parce qu'autrement, la survie de l'individu même est en jeu. Est-ce qu'il y a des études qui ont corrélé plus fortement l'estime de soi avec le sentiment d'appartenance que, par exemple, avec le sentiment d'autonomie ou avec le sentiment de compétence? Tu veux dire au moment d'être rejeté? Je sais pas, tu sais, comme
si on fait des études, mettons, corrélationnelles, de dire votre estime de soi, puis de corréler ça avec les 3 besoins, parce qu'il me semble qu'il peut y avoir des éléments d'estime de soi qui sont plus directement liés avec le sentiment de compétence ou d'autonomie. Bien, essentiellement, souvent, ça va être très lié. Dans un rejet, souvent, tu vas te sentir incompétente, puis tu vas te sentir rejetée. Souvent, tu vas pas te sentir trop en contrôle de la situation, très souvent. Donc, souvent, ces 3 besoins-là vont être frustrés, si tu veux, par une situation de rejet. Okay? Donc, c'est souvent ces affects-là négatifs également qu'on va ressentir. La honte, c'est un sentiment d'inadéquation très lié au sentiment de compétence. Se sentir rejeté seul, c'est de l'appartenance, évidemment. Donc, tu vois, souvent, ça va être très associé au rejet. Et on va voir des études également qui montrent que justement le rejet induit une diminution également d'estime de soi assez importante aussi. En fait, la raison que je disais ça, c'est pourquoi le lier plus spécifiquement au sentiment d'appartenance, s'il pourrait aussi avoir un lien avec les 2 autres. Tu sais, comme est-ce que les 2 autres pourraient avoir des liens causaux dedans? Que je comprends. Ben, en fait, souvent, c'est que ça serait difficile d'avoir une diminution de compétences sans que ça touche à quelque chose de relationnel. Il faudrait voir, mais essentiellement, selon la théorie Mark Leary, si on était capable de penser à ça, là, je ne sais pas vite comme ça, il y a Marie qui me vient, mais si on était capable de trouver une façon de juste diminuer un des besoins, on peut par exemple diminuer l'autonomie des gens, mais ça, en principe, ça n'aurait pas d'impact sur leur estime de soi, parce que c'est pas relationnel. Mais ça n'a pas été fait. Spontanément, comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais dans le fond, toutes les études qu'on a vues de B.C. Ryan sur le support à l'autonomie versus le contrôle, donner des instructions contrôlantes versus supportant l'autonomie, on devrait en principe inclure une mesure d'estime de soi après, puis voir est-ce que l'autonomie, la manipulation de contrôle, est-ce qu'elle a un impact sur l'estime de soi ou pas, ça se fait quand même assez facilement. Si évidemment le contrôle n'est pas relationnel, parce que là la personne pourrait se sentir rejetée par l'expérimentateur, par exemple. Ben oui, ça pourrait être regardé effectivement. OK, on va prendre une pause, et puis après la pause, on va poursuivre sur la théorie du sociomètre, puis on va parler des gens qui se sentent chroniquement en faible estime de soi.